Sabah al-Khair, bonjour et merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence à cette deuxième table ronde du Forum des droits de l'homme. Comme vous le savez, de nombreux pays africains et dans le monde arabe ont fait des avancées considérables sur la voie de l'égalité entre les hommes et les femmes, des avancées qui sont d'ordre juridique, économique et politique. Le chemin est encore long, mais le train du changement est déjà en marche depuis des années et des décennies. Ainsi, les textes fondamentaux de nombreux pays africains et arabes annoncent clairement le principe d'égalité et de parité entre les hommes et les femmes. Un combat mené par les sociétés civiles fait disparaître progressivement les articles et les mesures discriminatoires envers les femmes. Celles-ci sont présentes à l'école, dans l'espace public, dans le champ politique, dans l'entreprise, etc. Mais malgré ces avancées, il y a une sorte de paradoxe, une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a des discriminations qui persistent et qui existent encore. Ces discriminations prennent plusieurs formes. Ça peut être des violences envers les femmes, une représentation faible aux institutions politiques dans de nombreux pays, discrimination dans le monde de l'emploi et du travail. Donc c'est un paradoxe qui existe. Et pour parler de ce paradoxe et pour discuter de ces questions-là, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir, je commencerai à ma gauche, Rouba Arja, vous êtes responsable au bureau de Beyrouth des affaires sociales au sein du Centre pour les femmes de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Marhaba bik. Malika Barradi, avocate et professeure à l'université Mohammed V à Rabat. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Madame Khadija Cherif, sociologue et membre fondateur de l'association tunisienne des femmes démocrates. Merci beaucoup d'être là. Et comme on dit en bon français, last but not the least, Madame Fatoumata Diawara, artiste, chanteuse et actrice malienne. Par mesure d'égalité, je vais vous poser la même question à toutes les quatre. On a posé la question du paradoxe qui existe. C'est-à-dire, voilà, au niveau des textes, au niveau des constitutions, au niveau du cas de la famille, bien sûr, il y a des différences selon les pays, selon les régions. Cette égalité, elle existe là, à ce niveau-là. Mais en même temps, il y a ces contradictions et ces discriminations qui persistent. Comment vous expliquez, à vous toutes les quatre, selon vos sensibilités, selon vos régions, selon vos pays, comment vous expliquez que ces discriminations continuent d'exister? Je rappelle que les interventions seront en arabe ou en français, donc vous avez des cases pour traduction. Je commençais par Madame Rouba Arja. كيف تفسرين بأنه الآن حاليا بطبيعة الحال vous comprenez très bien le français, donc je n'ai pas à faire traduction. Bonjour. C'est la première fois en fait que j'assiste à ce forum et c'est la première fois aussi que je représente mon organisation et je suis très contente et fière d'être parmi vous. En fait, le débat il était très riche ce matin et ça va un peu influencer aussi mon intervention. En fait, l'ESCOA, elle s'occupe essentiellement des pays arabes, donc on fait un peu une analyse de l'inégalité au niveau de tous les pays arabes, qui peut, je veux dire, les explications peut-être sont les mêmes, les tendances sont un peu les mêmes dans tous les pays arabes, avec certainement quelques spécificités et particularités. Si on comprend très bien que surtout depuis des décennies et surtout après Pékin et 1995, les gouvernements, la société civile et les pays arabes, ils ont vraiment fait beaucoup de progrès. Ces progrès, il s'est traduit ou il a été plus fructueux dans certains secteurs plus que d'autres. Notamment un grand progrès par exemple dans l'éducation et la santé alors que la participation économique et politique elle est moindre. Ça, si on décrit un peu d'une manière très générale. Si on a le temps, je voudrais un peu aller dans les détails de la description de cette situation, mais peut-être on va revenir sur ces questions plus tard.
Pour analyser un peu cette situation d'inégalité, je voudrais revenir à l'intervention de Madame Nassiri ce matin, qui a relevé, je pense, deux éléments ou deux questions qui sont très intéressantes et importantes. L'une, c'est l'intersection, parce que oui, on parle de progrès dans l'éducation, mais ce progrès, il n'est pas le même pour les femmes rurales que les femmes citadines, c'est pas le même pour certaines minorités, c'est pas le même pour peut-être les femmes qui ont un problème d'handicap. Donc il est très intéressant et très important qu'on commence à aller au-delà d'une description générale et de commencer à voir un peu ces superpositions pour pouvoir mieux analyser et comprendre les inégalités. Et ceci surtout dans un contexte où la femme depuis très longtemps a été un peu plus, je dirais, vulnérable et qui a été qui n'a toujours pas été à point d'égalité avec les hommes. Donc ce problème d'intersection, c'est très important. Et aussi, le second problème, c'est-à-dire, vu toutes ces avancées, la question c'est encore pourquoi. C'est ce pourquoi qui est un peu intriguant. En fait, il y a plusieurs explications. L'une que l'on considère assez importante dans notre travail, et aussi vu les consultations qu'on a avec nos pays membres, les gouvernements, c'est le manque de mécanismes ou la faiblesse des mécanismes de redevabilité. En fait اسكوا هون راح احكي بالعربي لحتى اكون اكيد اني عم بستعمل الترم الصحيحيه. بالنظر للجهود والمشاورات التي قامت فيها الاسكوا كان في عنا توصل لضروره النهوض بالعداله بين الجنسين، ولكن المهم بالموضوع انه الاسكوا بالتشاور وبالاعتماد من المؤسسات المعنيه بالنهوض بقضايا المراه في الدول العربيه قدمت مفهوم موسع بعض الشيء عن العدالة بين الجنسين. العدالة التي تشمل مناهضة التمييز وحدة، يعني ليغاليتي دي جانر. عم بحكي على العدالة يلي هي المساواة، يعني مناهضة التمييز، إضافة إلى آليات المساءلة يلي في اعتقاد أو في تفسير إنه انعدام العدالة، انعدام المساواة هو سببه ضعف هذه الآليات المحاسبة. من هون بنعتبر إنه العدالة هي نتيجة لعملية رسمية معينة اللي هي الآليات le processus. Donc il est très important qu'on regarde un peu le processus. On a pu voir que les pays arabes, il y a une activité, il y a un progrès par rapport aux textes législatifs, par rapport aux constitutions, mais entre ce qui est écrit et ce qui se passe réellement, il y a vraiment un grand fossé, et tout le travail c'est pour essayer un peu de renforcer ces mécanismes de redevabilité. Madame Plati. Merci beaucoup, Monsieur Torabi. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Je remercie les organisatrices et les organisateurs de ce forum, et surtout pour le choix de cette thématique, l'impératif de l'égalité. En fait, l'impératif de l'égalité renvoie certainement à une problématique importante, parce que tout simplement, plus de 50% de la population marocaine est constituée de femmes, à une question extrêmement sensible, parce qu'elle met à l'épreuve la législation influencée par le référentiel religieux face justement aux engagements internationaux du Maroc. Et enfin, un sujet d'une extrême complexité quand on voit justement tout ce qui se passe et toutes les lectures et les appréciations qui ont été faites par rapport à l'arsenal juridique marocain. En tant que juriste, je me suis beaucoup intéressée justement à l'adoption de ce code de la famille en 2004,
je rappelle tout simplement que le Code de la famille est le produit d'un consensus politique, compte tenu du fait que la société marocaine a connu quand même un débat houleux après le plan d'action pour l'intégration des femmes au développement, et que sous l'arbitrage royal, il fallait donc adopter un texte qui essaie dans une certaine mesure de répondre un peu aux conservateurs et aussi de satisfaire la demande des modernistes. Et c'est pour cela que ce texte aujourd'hui apparaît en quelque sorte contenir des contradictions. Parce que quand on pense à l'article 4 qui pose de manière claire le principe de la codirection ou que de la co-responsabilité, ce principe ou ce code qui a pu quand même prendre en considération la philosophie des droits humains a quand même maintenu certaines dispositions discriminatoires. J'en citerai évidemment quelques-unes. Et de toute façon, le constat est là, il est clair, c'est que le principe de l'égalité ne traverse pas toutes les dispositions du Code de la famille. Si bien qu'aujourd'hui, il se pose un problème de son harmonisation par rapport d'une part au cadre national, qui est la Constitution marocaine et qui pose de manière claire 3 principes fondamentaux: le principe de l'égalité dans tous les droits, y compris les droits civils, le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe, et le sexe apparaît comme le premier facteur de discrimination, et aussi la primauté de la norme internationale sur la norme interne, avec évidemment le respect des constantes de la nation. Et de là découle un autre constat aussi important, c'est qu'on est dans l'ambivalence. C'est-à-dire, on est ce qu'appellent les juristes une schizophrénie juridique. On est aussi dans le référentiel universel, de par le principe de l'égalité et de par le principe de la non-discrimination, mais on est aussi dans le respect des constantes de la nation, quand on dit oui, le respect de la norme en conformité avec. Et donc, au fait, le mouvement des femmes, depuis l'adoption du Code de la famille, pour lequel elles ont joué un rôle fondamental, et c'est grâce au mouvement des femmes que je salue de cette place pour l'adoption de ce Code de la famille, on a donc travaillé sur les évaluations et les lectures de ce Code. Et il est apparu tout simplement que ce Code, à l'instar aussi de la Constitution, qui est un simple texte politique, consacre en même temps l'ambivalence. Cette ambivalence est encore plus grave parce que quand on compare les droits des femmes dans l'espace public et on les ramène à l'espace public, à l'espace privé, on trouve que la femme peut être députée, peut être ministre, peut être juge, peut être pilote, peut être tout ce qu'elle peut être, mais en même temps, au sein de l'espace familial, elle est confrontée à des discriminations. Je citerai au moins une dizaine de dispositions qui sont en contradiction et qui violent le principe de l'égalité et le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe. Vous avez par exemple l'article 14 qui pour la première fois permet donc à la communauté marocaine résidant à l'étranger de conclure leur contrat de mariage devant l'officier de l'état civil. Mais en même temps, le législateur marocain va s'adresser à un ordre juridique souverain et indépendant pour lui imposer le respect des conditions de validité du contrat de mariage marocain. Entre autres, le témoignage de 2 musulmans. Le texte ne parle pas de sexe, mais la pratique consulaire va montrer que tous les consulats de par le monde vont exiger que le témoignage soit apporté par 2 hommes musulmans, même si la cour d'appel de Casablanca a justement reconnu que le témoignage des femmes est aussi valable. Vous avez également l'article 20 qui n'instaure pas d'âge minimum au mariage et qui donne un large pouvoir d'appréciation aux juges de telle manière à ce que les juges du Maroc, selon les régions où ils officient, peuvent donner une autorisation de mariage à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Donc il n'y a pas un âge minimum. De même l'article 40 qui maintient la polygamie. Et même il est accompagné par le livret de l'état civil où on réserve 4 pages pour les épouses.
l'article 49 qui prévoit la séparation moyennant compensation, donc le khul', c'est-à-dire la femme peut racheter sa liberté en mettant à la disposition de son époux un bien ou une somme d'argent. L'article 152 qui parle que la filiation découle de rapports sexuels par erreur et que cette erreur ne profite qu'à l'homme. Elle ne profite pas à la femme pour fonder une action de reconnaissance de paternité. De même, l'article 156 qui reconnaît à l'enfant conçu dans la période des fiançailles le fait de recourir à l'expertise médicale. Donc, cette possibilité n'est pas du tout donnée à tous les enfants conçus en dehors du mariage. Donc, ça, et bien sûr, l'article 238 qui parle de la représentation légale des femmes pour leurs enfants mineurs et qui ne donne la représentation légale à la mère que quand le père est absent, qu'il est malade ou qu'il est décédé. Donc, alors que l'article 4 insiste sur la co-direction. Donc ce sont des exemples de contradictions qui sont dans le Code de la famille et qui vont probablement à l'encontre de ce qui a été édicté dans la Constitution, dans les déclarations que le Maroc avait signées. est-ce qu'on pourrait passer aussi au cas tunisien, justement? On va revenir sur beaucoup de ces questions. C'est juste pour dire un mot, c'est juste le livre 6 qui est réservé au système successoral marocain et qui comporte pratiquement autour de 80 articles. Ce livre 6 est en violation flagrante avec le principe de l'égalité. Et donc, on a finalement un code de la famille qui a été considéré comme une avancée, mais qui, au fait, maintient de nombreuses discriminations. Je vais vous poser des questions, justement. Ce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes ici, c'est la question sur l'inégalité en héritage entre les hommes et les femmes. Alors, pour le cas tunisien, on présente la Tunisie comme un exemple d'un pays qui a fait beaucoup d'avancées sur la question de l'égalité en droit des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a des contradictions aussi qui persistent, qui sont dans ce pays. Comment on explique cette persistance? Est-ce que c'est pour des raisons culturelles, pour des raisons... Il y a le facteur religieux parfois qui est évoqué, pour des questions politiques? Comment vous l'expliquez, Madame Chérif? Merci, je suis ravie d'être là et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est la deuxième fois que je me trouve parmi vous, mais pas pour intervenir, mais pour participer. Alors, d'abord, vous avez posé la question au départ et je vais être fidèle à la première question. Donc, les paradoxes, aussi bien dans le monde arabe qu'africain. Pour parler rapidement du cas tunisien. On ne diffère pas. D'abord, au niveau du monde, il y a des choses que l'on partage partout dans le monde. Il y a un rapport des Nations Unies qui évalue si les choses continuent à avancer de cette manière, on mettra près de 5 siècles pour arriver à l'égalité. Et chaque fois, partout dans le monde, quand il y a eu des avancées, il y a des résistances et des blocages qui se sont exprimés. Donc, il y a quelque chose que nous partageons, si vous voulez, toutes les femmes du monde. Et je trouve que c'est important de le relever. Au niveau des réunions des Nations Unies, justement, on a toujours vu, sur la question des femmes et sur les droits, par exemple, sexuels et reproductifs, sur plein de questions au niveau qui sont relatives à l'égalité, il y a une solidarité entre les États pour ne pas aller de l'avant. Donc, et pour reprendre un petit peu ce que disait notre amie Geneviève Fraisse, qu'il a écrit d'ailleurs, et je la cite, c'est qu'il y a des problèmes structurels qui font que chaque fois qu'on avance, il y a un blocage et il y a des résistances. Le monde arabe n'échappe pas à ça, et la Tunisie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous partageons au niveau international, il y a cet universel qui est commun à nous, et je fais une petite parenthèse, quand j'entends la question de tout à l'heure, elle m'interpelle, quand on dit pourquoi on n'a pas un féminisme local ou national, pourquoi on est toujours... Ça, c'est les attaques, justement, de ceux qui ne veulent pas qu'on avance. Et il y a quelque chose d'universel que nous partageons avec toutes les femmes. Et on subit... Mais il y a des spécificités culturelles et religieuses qui sont de chez nous. Et d'ailleurs, je peine à généraliser le monde arabe ou les pays arabes ou les pays africains. Parce que aussi, il y a
si vous voulez, des degrés. Il y a ce qui est structurel et qui est commun à nous tous. Il y a ce qui est culturel et religieux, qui est aussi commun à nous tous, mais qui ne s'exprime pas de la même manière. Et ça, c'est important. Donc, on dit que la Tunisie, je n'aime plus, vraiment, très sincèrement, c'est vrai qu'on fait un travail remarquable et je remercie qu'on nous le reconnaisse, mais on avance, mais on a aussi ces blocages qui sont permanents. La Tunisie, elle a un acte fondateur, c'est vrai, qui est le code du statut personnel, mais il a été, toutes les femmes du monde arabe ont milité pour faire avancer les choses, et toutes les femmes du monde arabe, je ne dis pas dans leur totalité, mais il y a eu des femmes depuis le 19e et le 20e surtout, partout, qui se sont soulevées contre la domination masculine. Mais ça s'est fait de façon graduelle, c'est vrai, elle n'a pas connu la même importance d'un pays à un autre. Donc, même en Tunisie, donc depuis les années 20, les femmes ont appelé à l'émancipation, déjà dans les années 20, contre le voile. Une des premières revendications, c'était le dévoilement. C'est pour dire, et c'est ce que disait tout à l'heure d'ailleurs dans le débat Geneviève Fraisse, c'est que s'il y a aussi quelque chose de commun entre toutes les femmes du monde, c'est que c'est le contrôle du corps des femmes. Et on a tout de suite compris que voiler les femmes, c'est aussi nier un peu leur corps. Et aujourd'hui, bon, tout à l'heure, Geneviève Fraisse a parlé de MeToo, c'est aussi comment on en est arrivé là. C'est une avancée. Eh bien, en Tunisie, ces avancées-là, on les a connues. On a eu le dévoilement dans les années 20-30. On a eu le code, les femmes se sont mobilisées. On a eu des avancées pour faire, qui a préparé, on doit reconnaître le rôle, si vous voulez, du féminisme d'État qui a promulgué le code du statut personnel. Et c'est vrai, comme l'a dit notre ami Nanjar, que beaucoup de juristes et beaucoup de féministes considèrent, comme Ayad Ben Achour, que le code du statut personnel, c'est la première constitution tunisienne et il a été promulgué avant la constitution. Donc c'est vous dire l'importance, mais il y a eu aussi quelque part une confiscation de la parole des femmes. Vous parlez, c'était sous l'ère Bourguiba. Sous l'ère Bourguiba. Ça n'a pas changé sous l'ère Ben Ali, bien au contraire. Et donc, les femmes ont arraché, si vous voulez, la parole pour faire avancer les choses. Et si on en est là, comme pour le Maroc, il a été dit tout à l'heure, et il y a un mouvement, non seulement au Maroc, mais il y a un mouvement féministe maghrébin qui fait avancer les choses à différents degrés, mais presque tous ensemble, sur des questions fondamentales. Et qu'est-ce qui est fondamental ? De mon point de vue, c'est que ce qui bloque, c'est culturel et religieux. On ne peut pas le nier. Ce qui est culturel et religieux, ce qui est religieux et culturel, c'est un débat de fond qu'on peut pas, on peut pas le développer. Vous m'avez dit 5 minutes, même si je vais prendre un peu plus. C'est très important. C'est le combat aussi que nous menons pour séparer le religieux du politique. Il y a 2 choses à faire. C'est un vaste chantier. Vaste chantier, c'est vrai, mais je pense que le niveau de l'éducation, on a toujours essayé de marginaliser les femmes, on a toujours essayé de les exclure de tout. Quand il y a une avancée et qu'on voit les choses se faire, on veut les exclure. Nous, en Tunisie, rien que par rapport à la révolution, dès qu'il y a eu la révolution, nous avons cru que le fait d'avoir déjà milité et que nous avons des acquis, et qui sont nombreux, je ne vais pas les énumérer, la question n'est peut-être pas là, on peut en discuter s'il y a tout à l'heure dans le débat, on a voulu faire avancer les choses parce qu'il y a des discriminations à tous les niveaux, et particulièrement au niveau de la prise de pouvoir. C'est pour ça qu'on milite pour la parité. C'est parce que c'est les hommes qui ont conçu la structure, aussi bien sociale que politique, que culturelle, que religieuse, par rapport à leur vision. Les femmes étant exclues, on veut avancer. Donc, pour avancer ensemble, nous avons besoin de travailler pour ne pas être contre la religion, mais de séparer, comme il a été dit tout à l'heure, qu'on fait dire à la religion des choses qui n'existent pas pour justement nous imposer un statut et continuer à marginaliser pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'est un long travail, effectivement, et on doit le faire
tout ensemble. En Tunisie, on commence, mais les problèmes sont encore là. Malgré toutes les avancées, il y a encore des discriminations et il y a beaucoup de résistance. Et Bochra l'a dit tout à l'heure, et je termine sur ça parce que vous avez l'air de me dire qu'il faut que j'arrête. Oui, je prendrai la parole tout à l'heure. C'est que la première réaction par rapport à la mise en place de la commission et aujourd'hui à la sortie du rapport, il y a une résistance, mais il y a une violence et il y a un appel au meurtre des membres de la commission, mais aussi des féministes qui demandent plus et qui soutiennent ce rapport. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème, et c'est un vrai structurel, et c'est un problème culturel et religieux. Madame Diawara, merci. Madame Diawara, dans ce qui a été dit, c'est sur le Maroc, sur le monde arabe et en Tunisie, est-ce que vous trouvez des échos par rapport à la situation de la femme au Mali? Oh là là. Merci, je suis très ravie d'être là. Je remercie tous les organisateurs de ce festival, de savoir que c'est une femme qui a la tête. Moi, rien que ça, hier, je me suis dit, waouh, il y a de l'espoir. Il est vraiment un bon exemple pour nous et j'espère qu'il y aura un festival au Mali ou dans d'autres pays dans ce monde où il y aura que des femmes, enfin, pas que des femmes, mais les femmes à travers la culture pour faire changer les choses. Parce que c'est la première fois, je vais dire, ça fait 7 ans que je tourne avec mon spectacle. C'est la première fois que je me retrouve sur un débat, forum dédié au débat sur la cause de la femme. C'est impressionnant. Tout à l'heure, je suis rentrée dans la salle, je me suis trouvée dans un autre monde. Je me suis dit, mais où sommes-nous alors qu'on est au Maroc? Non, mais c'est incroyable. Tout simplement parce que, on va dire heureusement ou malheureusement, pour ceux qui ne... Voilà, peut-être c'est peut-être violent pour ceux qui ne sont pas prêts pour ce genre de débat, mais c'est parce que c'est une femme qui organise le festival et qui prend le temps d'aborder le thème, la cause de la femme. Et je me dis, si on donne ces confiances-là, autant de confiance à toutes les femmes, on va dire, on a besoin du soutien des hommes. Il faut que les hommes en Afrique, justement en parlant de cette histoire de paradoxe, moi je pense que c'est dû au fait que depuis la naissance dans une famille, le papa préfère avoir plus de garçons que de filles. Et j'ai vécu la même chose, sauf que Dieu, avec le temps, j'ai que 36 ans, mon père il a eu 4 femmes, et on est plus d'une vingtaine, 26 enfants, et je suis la fille qui s'occupe de toute la famille. Alors que ma mère qui me racontait quand elle était enceinte de la 3e fille, parce que ma grande sœur, moi, plus ma petite sœur, elle dit qu'elle a pleuré sur ma petite sœur pendant toute la grossesse, et même quand elle a accouché, à l'hôpital, mon père n'est pas allé à l'hôpital la voir parce qu'il y a encore une 3e fille. Sauf que cette 3e fille est mariée à un footballeur et elle s'occupe aussi de toute la famille. Donc, pour dire qu'il faut qu'on revienne à la base, que les hommes, dès le départ, la mentalité ancienne, avant, on préférait plus de garçons parce qu'on avait besoin des femmes, on avait besoin des hommes dans les champs pour travailler. Voilà. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. Mais j'ai l'impression que les hommes sont restés sur cette mentalité de Moyen-Âge. Après, la religion est venue plus tard. Mais avant, je pense que cette idée de l'homme fort, l'homme qui doit cultiver pour la famille, pour amener la bétail, pour amener de la nourriture à la maison, parce que tout simplement, pas parce que la femme n'était pas forte. Moi, je suis musclée. Quand je me regarde, je me dis, mais attends, qu'est-ce que quoi? Je peux tout faire, c'est tout ce que l'homme peut faire. Justement, je me bats. Parce que c'est dû à mon histoire de ce que ma mère m'a raconté par rapport à la femme. Donc, je me sens obligée, j'ai l'impression que j'ai envie d'être un homme. Alors que je ne devrais pas penser de la sorte. Parce que depuis la base, mon père voulait un garçon. Donc, comme j'ai ça en tête, j'ai envie d'être inconsciemment un garçon. Donc... ça, c'est parce que ma mère m'a partagé cette histoire, mais les filles qui ne savent pas tout cela, elles vont peut-être accepter leur rôle de femme, de rester la fille de la maison, à servir à ses grands frères ou à ses petits frères. Et donc, pour revenir sur le débat, le fait que l'homme devait amener à porter à manger, et c'est parce que la femme, quand elle avait sa menstruation, pendant les règles, certaines femmes étaient plus fragiles que d'autres. Et cela nous suit jusqu'à aujourd'hui. L'homme a interprété cela comme une faiblesse. Alors que c'est une force inouïe, parce que c'est grâce à cela qu'elle peut procréer. C'est grâce aux périodes que la femme peut donner suite
à la génération de l'homme. L'homme peut continuer à dire que j'ai mon nom qui existe, qui continue. Donc la femme est forte. Mais avec le temps, pendant le Moyen-Âge, comme pendant nos périodes, on est un peu fragile, mais on n'est même pas fragile. C'est juste pas facile, parce qu'avec des hormones, et on s'est réconforté dans ce côté où tu ne dois plus aller sur le champ, où tu restes à la maison pendant les 4 jours ou les 7 jours. Et on a interprété ça avec le temps comme la femme n'est pas assez forte parce que l'homme peut rester sur le champ toute l'année. Il n'a pas besoin de rester à la maison pendant 4 jours pendant sa menstruation. Mais cela doit changer. Ça doit changer parce que même aujourd'hui, moi qui suis musicienne, quand j'ai ma période pendant la tournée, je le cache. Je ne veux pas que les garçons le savent parce que j'ai peur qu'ils me voient, qu'ils me traitent qu'ils me protègent trop. Je ne veux pas qu'on me protège pendant ma période. C'est dur, mais je veux l'affronter. Sur cette question, parce que vous devez partir parce dans... que ça continue cette mentalité. Donc il faut que les hommes acceptent qu'il y ait des filles dans les familles, qu'on traite les filles depuis les bas âges, et c'est là je vais demander cela à nos pères, qu'ils donnent confiance aux jeunes filles. Les enfants, pour qu'une fille devienne entrepreneuse plus tard, qu'elle ait confiance en elle pour vouloir faire ce qu'elle a envie d'entreprendre dans le futur, il faut que depuis à la base, que le papa lui donne cette attention-là. Depuis que les hommes changent, qu'ils se permettent, qu'ils nous aident pour le changement. On a besoin de nos pères, on a besoin des hommes pour nous aider, pour aider les filles. On croit que c'est l'homme qui doit faire l'émancipation, c'est la maman qui doit faire l'émancipation des filles, des jeunes filles dans la famille. Mais les hommes ont plus de rôle à faire, nos papas ont plus de rôle que nos mamans. Votre père était musicien? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Il n'était pas musicien. Mais il était comme tout le monde. Là, je généralise. Là. Je veux que les hommes, voilà. Là, il s'agit des hommes et des femmes. Que le père soit politicien ou footballeur, je veux que la mentalité change, que la mentalité des hommes de Moyen Âge puisse changer. Qu'on se dise qu'une fille, même quand elle a ses périodes ou qu'elle est un peu fragile, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas forte. Elle peut être quelqu'un, mais elle a besoin du soutien des parents et surtout du papa. Vous êtes une musicienne, vous êtes chanteuse, actrice qui est connue. Est-ce qu'il est difficile pour une femme de percer dans ce milieu qui est connu pour être un milieu extrêmement masculin et notamment en Afrique? Est-ce que c'est difficile pour une femme? Très, 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 très difficile. Vraiment pas du tout facile. Et il n'y a pas assez de débats, on ne se voit pas beaucoup pour en parler, comment s'entraider. Moi, je suis arrivée là, je ne sais pas comment j'ai fait, mais... c'est pourquoi moi j'ai dit la musique est un hôpital, parce que des coups que j'ai reçus, la sexualité, en fait une femme, la plupart du temps nous sommes des chanteuses. La femme n'est pas, surtout dans la société malienne, c'est l'homme qui doit jouer d'un instrument. La femme, on dit que les instruments sont sacrés, parce que pendant la période, quand tu as tes règles, tu ne dois pas toucher à certains instruments. On nous lit tout ça, on te rappelle toujours que tu es une femme à travers tes menstruations. Et ça te fragilise. Donc on te dit que tu es impure quand tu as tes règles. Donc ce qui fait que tu ne peux même pas toucher à des instruments comme la kora, le ngoni, le balafon. Et du coup les femmes sont exclues, elles ne peuvent pas jouer d'instruments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après quand tu te retrouves dans un monde international, ou comme dans mon cas, ou même des filles qui vivent à Paris, je ne sais pas, les filles ne sont pas trop... il n'y a pas d'image, on n'a pas eu beaucoup d'exemples des femmes instrumentistes. On a eu Nina Simone, mais tu comptes du bout du doigt des femmes qui jouent d'un instrument et qui se sont imposées en tant qu'instrumentistes. Et tu t'es dit, mais pourquoi ? À l'international, pas qu'au Mali. Là, on dépasse la question du Mali ou de l'Afrique. Là, on parle du monde entier. Et tu t'es dit, pourquoi il n'y a pas autant de femmes instrumentistes? Et tu te rends compte qu'en fait, c'est avec les instruments que les hommes dominent la femme dans le monde de la musique. Et ça, je me suis rendu compte quand à Paris, j'ai commencé à composer mes chansons et que j'appelais des musiciens pour pouvoir travailler avec eux. Soit tu couches pour atteindre 10 chansons, pour pouvoir faire un album, et ton musicien, ton guitariste ou ton batteur ou ton bassiste, il vient en disant qu'il veut te protéger, mais en te protégeant, il faut que vous sortiez ensemble, parce que voilà, ça prend du temps la musique, quand vous devez passer beaucoup de temps ensemble.
Mais beaucoup de jeunes filles tombent dans cette situation et ça pousse même des filles à être lesbiennes. Ce qui fait qu'on a dans l'industrie de la musique, celles qui arrivent un peu à jouer de la basse ou de la guitare ou du piano, elles sont obligées d'être lesbiennes pour ne pas coucher. C'est soit ça ou tu couches. C'est une dernière question, parce que je sais que vous devez partir dans quelques minutes pour vos répétitions. C'est une dernière question. On a vu par exemple aux États-Unis et en Europe, il y avait la vague MeToo. C'était un séisme. C'était un séisme. Et l'affaire Weinstein aussi, qui était un séisme. Et l'affaire Weinstein aussi, qui a été un séisme en Europe et après aux États-Unis, et après en Europe. On n'a jamais entendu, il n'y avait pas d'écho, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans le monde arabe, il n'y avait pas d'écho de cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas de harcèlement? Est-ce que ça n'existe pas dans le milieu en Afrique ou au monde arabe? Il existe, mais on a d'autres problèmes encore Non, mais pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est lié un peu à la sexualité. Tous ces thèmes-là sont la religion, sexualité un peu tabou, assez délicat en Afrique. Il y a trop de... Quand on voit des jeunes filles qui sont mariées à 12 ans à un imam du quartier, que tout le monde la ferme, personne ne dit rien, excusez-moi du thème, tu te dis, où allons-nous, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a d'autres soucis. Du coup, tu préfères parler d'autres choses que... Tu te dis, ben, les femmes qui sont émancipées, comment est-ce qu'on peut tendre la main à celles qui n'ont pas encore, même pas vu la lumière de se dire que je peux être une femme entrepreneuse? Parce que l'entrepreneuriat, tu nais avec. Et c'est la confiance de tes parents qui te pousse à devenir ce que tu dois être. Sinon, la plupart du temps, ta soumission, la société te pousse à être soumise. Partout, la religion, on dit Dieu. Donc, à partir du moment où une fille qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas reçu d'éducation, quand je dis éducation, qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas ses droits, ben, c'est la religion qui va faire son éducation. Et dans cette religion-là, elle n'a pas sa place, cette femme. Cette fille, elle doit être mariée à 14 ans. Et c'est tout. Faire des enfants pour un homme. Et faire des enfants jusqu'à 15. J'ai des tantes, elles en ont jusqu'à 15. Parce qu'elles cherchent un garçon, parce qu'elles sont malheureuses dans leur foyer. Elles ont eu des filles et elles veulent un garçon. Parce qu'ils pourront rendre heureux leur mari. Et même pour cela, l'homme va les marier quand même. Au bout du 3e fille, l'homme se dit, ben, elle ne peut pas me faire des garçons, il va prendre une 2e femme. Et l'autre arrive, elle fait encore 2 filles, il va prendre une 3e femme. On a trop de choses à faire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, je voulais revenir, Madame Arja, sur cette question, la question qui a été posée tout à l'heure et que vous avez soulignée, c'est le problème d'absence de moyens, de mesures, comment on va dire, d'accountability, c'est-à-dire de rendre des comptes et de protection. Comment vous voyez justement le rôle de ces mesures de protection? Est-ce que ça doit passer par les lois? Est-ce que ça doit passer par la sensibilisation? Où est-ce que réside le problème? En fait, il est très clair que, comme on l'a dit, on traîne ces problèmes depuis des décennies, c'est culturel, après ça c'est lié à la religion, si on regarde un peu toute l'histoire, même avec l'histoire des occupations de la région, donc c'est une longue histoire et il est clair qu'il y a un problème culturel de religion, mais si on veut, et il y a nécessité aussi de travailler sur le changement de mentalité, sur l'émancipation, sur l'acceptation de notre rôle de la femme, de nouveau rôle qui est plus épanoui, plus émancipé et qu'elle ne soit plus liée aux sphères privées, qu'elle ait sa place qui lui revient de droit dans les sphères politiques, économiques, dans les sphères publiques. Mais si on pose la question sur le comment, je pense qu'une des solutions qu'on peut amener, c'est non seulement qu'il y ait des lois et des constitutions qui prennent en considération ce droit d'égalité, mais qu'on va un peu plus loin dans leur application. Et je pense que c'est ce qui est très important, parce que vu comment ces lois et ces constitutions sont développées, elles laissent la place à de la jurisprudence, à de l'interprétation qui vient des milieux patriarcaux et qui font, comme vient de bien le signifier les collègues, qu'on a une loi qui est soit paradoxale, schizophrénique, parce qu'elle n'est pas très claire.
déjà, et parce qu'elle prête à ce type d'interprétation, qui est l'interprétation qui est toujours interprétée par comme je viens de dire, par des hommes ou par des sphères patriarcales, et aussi, comme je viens de dire, ces mécanismes de redevabilité, pour suivre, pour être sûr que ça a été appliqué, ça n'a pas été appliqué, pourquoi, et que ça devient un peu dans le rituel, dans notre rituel juridique d'application, et non pas seulement comme des principes, une vision générale, comme c'est le cas dans plusieurs constitutions. C'est un principe, l'égalité, parfois c'est cité d'une manière implicite. Il y a certaines constitutions dans les pays arabes qui ne citent pas l'égalité des genres d'une manière très explicite. Égalité à tous bords. Et donc ça, ces applications et ces mécanismes, c'est d'une grande importance. Et si je reviens un peu aussi à ce qu'a relevé Madame Nasseri ce matin à propos de l'égalité et l'équité, parce qu'on a des problèmes, on ramène toujours une réponse unique et simplifiée à des situations qui initialement n'étaient pas égalitaires. Un homme qui a pu faire ses études, qui a l'accès aux sphères économiques. Après, on dit, oui, l'éducation pour les hommes et pour les femmes, mais bon, une femme, dans ce contexte-là, elle ne va pas pouvoir faire... Juste pour dire au revoir à Madame Delors. Voilà, excusez-moi, je vais demander la route. Mais en tout cas, je pense qu'on s'en sortira si les hommes laissaient les femmes travailler. Juste un petit boulot. Faut pas qu'elles restent à la maison. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pardon, excuse-moi de vous interrompre. Non, il n'y a pas de quoi. Et je pense qu'il faut saluer la passion, non seulement le courage, mais aussi la passion avec laquelle elle s'est adressée. Donc, j'étais en train de dire que, a priori, on a des situations d'inégalité, mais après, on ramène les mêmes réponses, les mêmes solutions à des situations qui sont différentes. A priori, les hommes, ils sont un peu plus forts, entre guillemets, de par leur situation, leur participation dans les sphères économiques et politiques. Après, on dit éducation, oui, éducation, mais à ce moment-là, la femme, elle part déjà d'une situation qui est vraiment très inégalitaire, d'où l'importance, à mon avis, aussi des politiques de développement qui viennent pour renforcer les textes légaux et l'égalité qui est bien mentionnée, qui est bien expliquée dans les textes légaux, parce que c'est aussi au niveau des politiques de développement qu'on peut un peu aller outre les inégalités qui peuvent naître, pas des textes, mais je donne un exemple. Être sûr que, même si dans les textes légaux il y a l'éducation pour tout le monde, être sûr qu'il y a le transport pour la fille qui est éloignée, ou bien être sûr que la fille de 16 ans, elle n'est pas obligée de servir les grands-parents, la mère qui est malade, le père, elle n'est pas obligée d'aller au champ. Donc il faut dans le texte, on écrit éducation à tout le monde, etc. Mais il faut aussi que les politiques et les activités de développement puissent renforcer pour arriver aussi aux résultats. Il ne reste pas beaucoup de temps, comme ça on va passer au débat après, mais je voudrais revenir sur une question qui a été évoquée tout à l'heure par Mme Brady. C'est la question au Maroc, non pas seulement au Maroc, mais dans de nombreux pays du monde arabe, considérée comme le symbole de cette contradiction dont on parlait, de la discrimination. C'est la question de l'héritage, c'est-à-dire cette inégalité en héritage. On a vu il n'y a pas très longtemps au Maroc, il y avait tout un débat sur cette question-là. Pourquoi ce problème continue encore, enfin pas un problème, c'est ce débat extrêmement passionné à chaque fois qu'on parle d'égalité en héritage, et en Tunisie aussi, c'est partout. À chaque fois qu'on parle de cette question, il y a levé de bouclier et il y a un débat complètement crispé, pour ne pas dire hystérique. Comment vous expliquez justement cette situation-là? Que ce soit au Maroc ou en Tunisie, vous pouvez aussi donner votre avis sur cette question-là. Effectivement, l'égalité dans l'héritage, ou plutôt la revendication de l'égalité dans l'héritage, a soulevé tout un débat qui est d'abord né en Europe, au niveau des associations de femmes migrantes d'origine marocaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'ordre juridique européen réceptionne le code
de la famille. Et donc, le code de la famille marocaine s'applique aux Marocains et aux Marocaines résidant à l'étranger. Et dans la réception, il se pose un problème, parce que l'ordre juridique européen, notamment où réside plus de 80% de la communauté marocaine, est un ordre égalitaire. Il est basé sur le principe de l'égalité. Donc, appliquer un code de la famille inégalitaire va poser tout le problème du rejet pour respect à l'ordre public. Et donc, ce débat a aussi suscité tout un engagement au niveau du mouvement des femmes au Maroc pour justement, juste après la levée des réserves sur la CEDEF, la Convention sur l'élimination des différentes discriminations à l'égard des femmes, le Maroc l'a accompagné depuis 2011 d'interprétation, plutôt de déclarations interprétatives, mais on s'est posé donc devant le problème de l'harmonisation. Le code de la famille contient des discriminations de genre, il faut donc se mobiliser pour le livre 6 relatif au régime successoral. Parce qu'on constate tout simplement que ce livre 6 va tout simplement mobiliser le mouvement des femmes pour revendiquer l'égalité, en coordination avec le mouvement des femmes en Europe, mais il va aussi mobiliser les acteurs religieux. Mais on a constaté, et pour la première fois au Maroc, c'est vraiment une position historique, c'est que quand on avait revendiqué la réforme du code du statut personnel, il y a eu une opposition du bloc conservateur, alors que le débat sur le régime successoral a partagé les acteurs religieux. On trouve parmi les acteurs religieux un Abou Hafs, ou un Mokri Idrissi, ou un Rissouli, qui disent effectivement, les choses ayant changé, il y a eu des mutations sociétales importantes, inhérentes bien sûr au rôle des femmes au sein de la famille et dans la société, qui impliquent une révision du système successoral. Mais la différence, c'est que le mouvement des femmes va mobiliser le principe de l'égalité qui est constitutionnel, alors que les religieux, les acteurs religieux, ils sont une minorité, vont mobiliser le concept de justice. On est dans le concept de justice du moment que la femme aujourd'hui contribue à l'entretien de la famille, elle a un rôle économique. Le ACP donne des statistiques quand même importantes où plus de 20% de familles marocaines sont entretenues par des femmes seules. Il faut absolument, par respect à ce concept de justice, qu'il y ait révision donc des quotes-parts. Mais il n'y a pas que cette question. Il y a la question qui est majeure qui est posée, c'est l'existence du texte coranique qui est là, qui est clair sur ces questions-là et qu'il faudrait interpréter justement, ou respecter à la lettre. Justement. Et c'est pour cela que le mouvement des femmes a mobilisé les lectures les plus avancées par rapport au référentiel religion. Bien qu'il y a une différence au niveau du Maroc par rapport à la Tunisie, parce que la Tunisie, c'est quand même la volonté politique au plus haut sommet qui a revendiqué, qui a demandé un rapport. Nous, c'est la société civile qui donc se trouve plus ou moins partagée, parce que depuis l'adoption en 57 du Code du statut personnel, avec la timide révision de 93 et la réforme de 2004, le mouvement des femmes ne s'est pas véritablement impliqué dans la revendication du système successoral. C'est justement l'adoption de la Constitution et la levée des réserves qui va favoriser, en collaboration avec le mouvement des femmes. Et là, le mouvement des femmes, sur lequel moi personnellement je travaille, il y a donc, si vous voulez, deux orientations, deux positions, une qui est majoritaire, qui recourt à l'ijtihad, donc compte tenu du statut ou du rôle des femmes qui a changé, on va donc réinterpréter et relire le référentiel religieux en faveur des droits des femmes et en faveur de l'égalité successorale. Et vous avez un courant minoritaire qui lui demande carrément la rupture avec le référentiel religieux, et il s'inscrit dans une option séculariste où il faut que les lois qui gèrent mon statut me viennent du pouvoir
législative. Madame Khadelchef, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire à partir d'exemples tunisiens sur cette question-là de l'héritage. Juste peut-être une petite nuance par rapport à la Tunisie, mais je le ferai tout à l'heure par rapport à ce qu'a dit Malik. La première chose, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que le code du statut personnel était la vraie constitution de la Tunisie, sauf que des discriminations existent dans le code, même si c'était une grande avancée. Et une des discriminations, c'est l'inégalité dans l'héritage. Même si, quelque temps après, il y a eu des réformes, Rabia tout à l'heure les a expliquées, donc quand une fille peut hériter de la totalité des biens, elle n'a plus les cousins qui peuvent partager avec elle, et aussi les petits-enfants, parce que ça aussi c'est la règle charaïque et coranique, comme ils disent, qui interdit. Donc il y a eu ces petites réformes. Mais le principe d'inégalité, une part, deux parts, était maintenu dans le code du statut personnel. La Tunisie a ratifié la CEDAW. Elle a émis des réserves. Une des réserves est liée à l'égalité dans l'héritage. Le mouvement féministe a soulevé cette question depuis sa naissance. Et il a fait une campagne et un plaidoyer avec 15 arguments depuis les années 2000, fin 90, début 2000. Et en appelant aussi avec nos amies marocaines et algériennes pour la levée des réserves. La révolution arrive, on milite pour la levée des réserves. Le président actuel, qui était Premier ministre, a levé les réserves et a gardé la déclaration, la réserve sur la déclaration. Il nous a fait parvenir qu'il ne pouvait pas lever la réserve sur la déclaration parce que le gouvernement n'était pas d'accord, parce que ça allait toucher l'égalité dans l'héritage. Et on sait tous que si la Convention, quand on les ratifie, on doit harmoniser les lois et elle est plus forte que les lois nationales. Donc on était bloqué pour l'héritage. Maintenant, nous avons continué à travailler. Il y a eu un député qui a fait un projet de loi. Nous avons, le mouvement féministe et la TFD principalement, actualisé notre argumentaire. On est passé de 15 à 20. On est dans une société aujourd'hui, moi je dis toujours que les droits des femmes sont entre les régimes autoritaires et l'islam politique. Et ce qui se passe entre nous, la question qu'on se pose, en tous les cas que je me pose, est-ce que c'est un effet de conjoncture ou est-ce que c'est un effet de structure? Où est-ce qu'on va aller? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, nous, démontré que même au niveau de l'islam, on a les 15 arguments, je vais vraiment être rapide. Les 20 arguments, c'est 5 arguments sociaux, où on démontre il y a ces deux forces qui travaillent la société. Qu'est-ce qui travaille la société? Il y a ceux qui travaillent, mais dans le concret et sociologiquement parlant, les femmes apportent de la richesse à la famille, participent au développement, elles sont chefs de famille, elles mettent leur salaire au profit de la famille, etc., etc. Mais aussi, il y a donc les 5 arguments économiques. Et il y a 5 arguments culturels. On n'a pas voulu démontrer, mis le terme religieux. Pourquoi on l'a mis culturel? Pour démontrer qu'à travers l'histoire, cette règle-là a toujours été touchée. Et je suis devant un spécialiste dont je ne suis pas, que je ne suis pas, pardon, où depuis les compagnons du prophète jusqu'au Habous, les règles de l'héritage ont été touchées. Donc elles n'ont jamais été sacralisées. Elles sont sacralisées par les hommes. Et c'est une question de pouvoir avant tout. Ça, c'est une conviction. C'est un pouvoir économique et c'est un pouvoir tout court. Un pouvoir politique. C'est pour ça que donc les 5 autres questions, 5 autres arguments, donc il y en a 20, les 5 autres sont les arguments juridiques, donc un peu, je ne vais pas revenir sur la Constitution, l'harmonie, comment appliquer tout ce que la Commission aussi a fait. Nous avons aussi proposé un projet de loi, nous en tant que féministes, sur la base de cet argumentaire,
pour qu'il y ait égalité dans l'héritage et pour démontrer que ce qui existe n'est absolument pas un problème religieux. C'est un peu ce qui se disait tout à l'heure dans un autre domaine, mais c'est un problème politique et économique, clairement. Et je termine pour dire que nous sommes battus, nous, que ce soit la question de la violence ou que ce soit la question de l'héritage ou de toutes les notions d'égalité ou de la parité, pour démontrer, on s'est battu pour dire que le privé est public. J'ai trouvé l'intervention de notre amie musicienne absolument remarquable et touchante, parce que le vrai problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de pouvoir sur les femmes, des hommes sur les femmes. Il y a un problème sur le corps, et là, elle l'a démontré, et il y a un problème politique. Et donc, tout est politique. La violence, par exemple, quand on parle de violence, c'est une violence sur le corps, et elle exprime un pouvoir politique. Bon, si on va lire Françoise Héritier, qui a fait ce travail-là remarquable pour démontrer combien c'est structurel et que tout est lié au corps, comme elle l'a dit, tout simplement, sans concept, le vécu des femmes, c'est extrêmement important, et donc on a milité en tant que féministe pour dire que le privé est public. Que ce soit une question de violence ou d'héritage, le privé est public et le privé est aussi politique. Et c'est ce qu'il faut casser, et c'est sur ça qu'on doit avancer. Et là où je termine, puisque mon ami Bochara est là, c'est-à-dire que ce qui est fait au niveau de la Tunisie est absolument quelque chose de remarquable, une avancée et un travail qu'on doit porter. Mais en même temps, ce que je dis aussi, c'est que notre revendication à l'égalité totale ne doit pas aussi... Ça dépend des conjonctures. Pourquoi? Quand j'ai dit c'est un problème de conjoncture, et c'est là où on peut être nuancé. Je me pose la question, je n'ai pas de réponse. Je me pose la question. Tout ce qu'a dit Bochara tout à l'heure sur les violences, et peut-être qu'on gagnera aussi sur l'héritage, les islamistes l'ont accepté. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un problème de conjoncture? Est-ce que les islamistes, il y a certainement des femmes qui sont convaincues, mais il y a des enjeux politiques. Et la question des femmes est un enjeu politique. Et c'est un grand enjeu à travers le monde, pas seulement en Tunisie ou au Maroc ou dans les pays arabes, à travers le monde. Parce que si on va changer le rôle des femmes et on va changer les structures, les hommes vont perdre une partie de leur pouvoir, ce qui est, et je peux comprendre cette résistance, mais en même temps, il faut qu'on l'explique et qu'on le fasse dans la sérénité et dans le partage. Or, on ne voit que des rapports de force. Et donc, c'est pour ça que je veux qu'on continue, et je veux que Bochara m'écoute, même si ce n'est pas un problème tuniso-tunisien, parce qu'il faut que nous soyons tous d'accord que nous, la société civile, on continue. Non pas que ce qui a été fait, on doit le soutenir, et c'est une avancée, comme nous avons soutenu les acquis du Code du statut personnel, alors qu'il y a des discriminations. On doit soutenir, nous mobiliser pour que le rapport et le projet que fait la Commission doit passer devant le Parlement. Mais on doit continuer, nous, féministes et mouvements féministes, à revendiquer l'égalité totale et sans concession sur la base de nos questions, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Et terminer pour dire que rien ne touchera ni à la foi et à la religion de ceux qui croient, ni à notre identité, parce qu'on ne peut pas l'effacer. On est tunisien, on est maghrébin, on est arabe, on est musulman, mais on est carthaginois, on est phénicien, on est beaucoup de choses. Personne ne peut l'effacer. Et ce n'est pas parce qu'on va arriver à l'égalité que nous allons perdre notre identité. Or, c'est ce qu'on nous ressort. Et on nous ressort, on est occidentalisé, c'est un message qui nous vient de l'extérieur. Or, c'est un de vécu. Et notre féminisme, il est universel et il est tunisien. Et il est maghrébin parce qu'il se nourrit des problèmes et de nos vécus, comme elle le racontait pour le Mali. Nous, on l'a dépassé, mais on a des spécificités. Ces spécificités, on doit les inscrire dans l'universel et les dépasser. Voilà. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste encore 10 minutes, un quart d'heure. On va passer au débat avec la salle et les questions. J'aimerais bien que des questions qui soient très courtes et pas très très longues, pas des interventions. Bonjour.
Je vais essayer d'être courte. Alors, je m'appelle Julie Hanoc, je suis journaliste indépendante de Suisse. Je le précise parce que la Suisse est un pays complexe et qui est traversé par deux mouvements, vu qu'on parle de structures contradictoires. À la fois, c'est un pays très paternaliste. Les femmes ont eu le droit de vote en 1973. Il est très difficile de faire des enfants et une carrière. On est assez loin d'une égalité salariale, même très loin, je crois. On est très mal coté au niveau des statistiques. Et de l'autre, on est le berceau du capitalisme. C'est-à-dire que les femmes ont un réel pouvoir d'achat. Il y a une réalité économique présente. Et pour rebondir sur ces histoires de conjoncture dont vous parliez, on remarque quand même qu'il y a un lien très fort entre l'émancipation ou les possibilités d'émancipation et le marché. C'est pour ça que j'aurais envie de dire que la... Pardon, je tremble, ça me fait peur, je suis impressionnée. C'est le droit à la parole, c'est pas si facile. Vous parliez de conjoncture, vous parliez de politique, et en fait, plus le temps passe et plus je réfléchis sur ces questions et je me demande si le politique n'est pas dépassé par un pouvoir bien plus vaste que lui-même qui s'appelle le marché, et que le féminisme dépend complètement du marché, et que ça pourrait répondre aux questions des crispations. Je ne sais pas, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais sur l'héritage au Maroc, c'est un problème économique qui crispe énormément les gens. Et il y a, je crois, une grande opposition entre l'économie islamiste et l'économie capitaliste qui pourrait donner une réponse en fait aux problèmes rencontrés ici. Donc est-ce que vous pourriez nous parler de ça ? Merci. Merci. Moi j'ai trois remarques. Moi je pense que dans ce débat sur le féminisme, en général la dynamique de l'égalité de droit, je crains fort qu'on soit dans un moment de bascule qui va nous ramener en arrière. Et le débat qui est sous-jacent, parce que le débat sur le féminisme, on a presque tout dit. C'est-à-dire que c'est le seul domaine où on a vraiment beaucoup travaillé et énormément de questions sans pour autant trancher des questions essentielles comme universelles, mais à partir d'une spécificité, ça peut nous conduire vers le féminisme musulman, le féminisme... Deuxième remarque, moi je pense c'est pourquoi je crains ce moment de bascule qui est aussi en Europe, le retour de féminisme un peu castrateur, tout ça, mais conservateur aussi. Je crains. Pourquoi ? Parce que dans le combat pour la dynamique du droit, le combat, comme disait l'autre, de droit d'avoir des droits, c'est Hannah Arendt qui disait ça, je crains fort. L'essentiel ne manque, c'est notre capacité d'indignation. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, les femmes migrantes, les migrants subissent des violations les plus abjectes, avec des propos glaçants, sans que personne ne lève le petit doigt. Aujourd'hui, on a des images au quotidien qui nous renvoient le sort au quotidien des femmes qui traversent, ces femmes qui ont réussi à traverser et qui se trouvent l'histoire de l'Aquarius en Méditerranée. Ce sont des femmes, des jeunes femmes, des hommes aussi, mais sans cette capacité d'indignation qui est la condition essentielle de tout débat pour changer, pour l'égalité de droit, elle ne manque. Je vous donne un exemple ici au Maroc. Une femme que nous connaissons ici, qui a osé, qui a fait un excellent travail sur la question de l'égalité. Madame Asma Mrabt, elle s'est fait virer par les soi-disant modérés, avec lesquels ils ont la prétention de construire quelque chose ici pour le Maroc. Elle s'est fait virer sans que personne ne dise rien. Ça a suscité rien. Il n'y a pas personne. Alors, quelquefois, à un moment donné, moi je me pose cette question, et les faits ici au Maroc et ailleurs me font dire que, attention, il y a un moment de bascule qui doit nous obliger à se concentrer sur l'essentiel et notamment garder notre capacité d'indignation très forte. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une là et une là. Il y a deux questions ici. Donc.
aux réponses. Bonjour, Fadel Arcevé, pas du tout dans le domaine, une question assez courte. Quid du voile? Du voile. Ok, d'accord. C'était la question du voile. Et une dernière question qui est posée ici par madame, n'est-ce pas? Merci. Je suis Amina Nyandou. Je viens du Niger, en plein Sahel. Et je me réjouis de partager mes préoccupations avec toutes les panélistes, parce que toutes les discriminations dont vous avez fait cas sont encore chez moi. Elles se retrouvent toutes chez moi. Donc, pour rejoindre le thème du forum, l'impératif d'égalité, pour moi, l'impératif, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire pour mettre, en tout cas, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette discrimination persiste? Et je demanderai aux panélistes, je sais qu'il y a un panel pour les réformes, mais quand même déjà à ce niveau, que recommander, en tout cas au sortir de ce forum, par rapport à cette persistance de discrimination? Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a soulevé le main. Bonjour. Alors, moi, c'est juste savoir femme et citoyenne. Et donc, par rapport à citoyenne, justement, dans l'argumentation pour l'égalité dans l'héritage, je ne comprends pas pourquoi on revient toujours aux arguments liés à la famille. Là, la femme a un rôle dans la famille. Moi, je vois d'abord mon rôle dans la société. Si je dois recevoir la moitié de l'héritage, pourquoi je ne paye pas la moitié des impôts? Pourquoi quand je vais acheter des légumes sur le marché, je ne les paye pas à moitié? Et moi, je pense à un argument peut-être même plus fort que ce qu'on utilise pour les trucs de famille. Merci. Merci beaucoup. Allez. Qui voudrait commencer pour les réponses? Merci donc pour l'opportunité de ces questions très pertinentes. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de faire des communications donc assez détaillées. Mais moi, je dirais par rapport justement au marché que effectivement, que l'on soit en Tunisie ou au Maroc, le modèle économique, c'est les politiques néolibérales. Et donc, les politiques néolibérales impactent directement les droits des femmes. Vous savez, le désengagement de l'État va tout simplement permettre que les femmes ne fassent plus d'études, ne sont pas prises en charge pour leur scolarité, etc. Tout l'impact des politiques néolibérales va exercer un impact sérieux sur les droits des femmes. Et donc, au fait, ça fragilise les femmes. Imaginez si on avait un modèle économique de développement dans lequel les hommes et les femmes sont les acteurs et les actrices de leur propre développement. Les femmes vont bien sûr trouver des opportunités d'emploi dans le respect justement de tous leurs droits socio-économiques. Et donc, elles ne vont pas être fragilisées sur le marché de l'emploi et du coup, elles vont penser à leur propre citoyenneté. Elles vont remettre en cause toutes les discriminations qu'elles subissent dans l'espace privé, dans l'espace familial. Et là, on vient de sortir d'une enquête sur la Qiwama au niveau national et on a donc posé des questions. La Qiwama, pour les non-arabophones, c'est la tutelle qu'ont les hommes sur les femmes. Voilà, c'est la tutelle ou plutôt le pouvoir économique de toutes sortes qu'ont les hommes sur les femmes. Et donc, il s'est avéré, et toutes les enquêtes sociologiques, juridiques l'ont montré, que la société marocaine est en avance par rapport aux normes juridiques. Je vous donne l'exemple de l'enfant conçu en dehors du mariage et qui ne permet pas à la mère d'engager une action en reconnaissance de paternité. Les Marocains, à 91%, revendiquent que ces femmes qui ont eu des enfants en dehors du mariage puissent donc avoir accès à une action en reconnaissance de paternité. Alors que la loi, elle, ne le reconnaît pas. Vous voyez que donc, au fait, une loi, elle ne vaut que par son application. Et donc, pour qu'elle soit justement appliquée et qu'elle puisse répondre aux attentes
des citoyens et des citoyennes, il faut aussi l'accompagner. Parce qu'il ne suffit pas de réformer un texte, il faut l'accompagner au niveau de l'application par, bien sûr, d'autres acteurs qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Et je mettrai en avant l'école, parce que le système éducatif, s'il véhiculait les valeurs de l'égalité, les valeurs de la responsabilité, les valeurs de la dignité, les valeurs du partage, on n'aurait pas besoin après de former des juges, de sensibiliser d'autres acteurs, etc., parce que l'école aurait fait son travail. De même, les acteurs médiatiques. Aujourd'hui encore à la télévision marocaine, on va trouver un garçon qui accompagne son père pour réparer la voiture et une mère qui accompagne sa mère dans la cuisine pour faire un gâteau. Donc on est au fait le fondement même de la répartition des rôles sociaux donc au niveau de l'espace public et de l'espace privé, qui va reproduire au niveau justement de l'éducation, au niveau des médias, cette division sexuelle du travail. Et donc on est dans un travail, on devrait s'engager dans un travail de déconstruction pour reconstruire justement cette division sexuelle du travail sur la base de l'égalité, et qu'un homme peut parfaitement s'occuper des travaux domestiques sans pour autant que cela puisse toucher sa dignité. Et donc les enquêtes l'ont très bien montré. Par rapport justement, comme disait madame, à chaque fois qu'on parle des femmes, on les lie effectivement à la famille. Or, moi je pense que les instruments internationaux l'ont très bien souligné, que les femmes sont d'abord un être humain qui doit jouir et exercer les droits humains fondamentaux. Maintenant, quand on parle de la famille, notamment dans le cadre de cette réflexion, on visibilise tout simplement le rôle qu'elle joue aujourd'hui, aussi bien dans la famille que dans la société. Parce qu'on ne peut pas parler uniquement de la famille et ne pas parler de la société. Et effectivement, les femmes jouent de plus en plus un rôle économique important au niveau de la société, mais aussi au niveau de la famille. Par rapport à la question du voile, moi personnellement, je n'aimerais pas qu'on m'impose un voile et je n'aimerais pas qu'on ôte de force le voile à une femme. Ça fait partie de la liberté de s'habiller, et donc on peut bien sûr, le voile a un sens, mais le débat ne permet pas maintenant d'analyser en quoi consiste justement le fait de porter un voile et quel sens on peut lui donner. Il y a des femmes qui le portent culturellement, elles ne lui donnent aucun sens. Il y a d'autres évidemment qui vont le porter en lui donnant un sens. Et là, nous, dans ce panel, on ne s'inscrit pas, moi en tout cas personnellement, je ne m'inscris pas dans ce débat, enlever le voile ou l'imposer, parce que ça relève pour moi des libertés fondamentales de tout être humain. Notre ami du Niger nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. La question féminine est une question éminemment politique. La femme ou les femmes sont les vecteurs du changement. Et justement, chaque fois que les femmes sont appelées à jouer leur rôle pour le changement sociétal, il y a des résistances qui se développent, parce que justement, il s'agit d'une construction sociale millénaire sur lesquelles il faut agir pour qu'on puisse aller vers une construction plus égalitaire. Merci. Vous finissez pas, vous avez commencé, vous avez fini. Moi, je vais être très brève, comme on dit, je vais répondre en style télégraphique. La première chose, la question de l'économie de marché, bien sûr, je suis d'accord, et notre ami a déjà répondu. Je ne vais pas m'étaler, il faut une justice sociale au niveau économique qui puisse limiter les dégâts, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour le basculement, rien n'est joué. Je vous dis sincèrement, je comprends votre moi je trouve que nous sommes, et la Tunisie aussi, à la croisée des chemins. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux dynamiques qui travaillent la société. Qu'est-ce qui va gagner? On ne maîtrise rien.
peut-être, est-ce que c'est, comme j'ai dit, un effet de conjoncture qui fait qu'on avance, et est-ce qu'après, en profondeur, je m'inquiète. Par exemple, je vais donner un exemple. En Tunisie, il y a des écoles, des jardins d'enfants coraniques, et il y a des écoles coraniques qui ne sont pas maîtrisées. Et moi, je considère que si on doit avancer, et ça c'est dit depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut faire, c'est le raisonnement et la réflexion, elle ne peut venir que par l'éducation et par l'instruction. Et donc, si on s'enferme dans un enseignement qui ne va pas jusqu'au bout, c'est vrai, il y a de quoi s'inquiéter. Mais rien n'est joué, et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Rien ne se fait facilement, ce n'est pas une donnée, c'est un combat au quotidien et tous les jours. Vous avez parlé de l'universel et du spécifique. Personnellement, quand j'ai dit il y a l'universel en nous et on se bat, et il y a ce qui est spécifique, mais ça veut pas dire que le spécifique qui nous ramène dans la régression, c'est le spécifique qui se marie et qui n'est pas en contradiction avec les valeurs universelles comme la liberté, l'égalité, la justice, etc. Concernant les migrants, je m'excuse, mais les gens sont mobilisés. On n'a pas le pouvoir. La société civile est mobilisée, y compris la société féministe. On va dire les féministes, les mouvements féministes. Non, et partout. Sauf que la voix n'arrive pas comme ce qui se passe. Et d'ailleurs, je trouve que les médias ne font pas assez pour montrer ce que fait la société civile. Indignez-vous. Oui, c'était le message de Stéphane Hessel. On est toujours là. On ne peut que s'indigner. Asma Mbarabet, même si, je peux le dire, même si, en ce qui me concerne, je ne m'inscris pas dans l'arrivée à l'égalité dans le corpus, c'est une femme qu'on respecte et qu'on soutient. Et ces arguments peuvent servir l'égalité. Et je veux vous dire, j'espère que Driss peut s'il est là, il est là, nous avons les Tunisiennes, le mouvement féministe tunisien, fait une pétition, un communiqué pour soutenir Asma Mbarabet, parce que vous dites personne n'en a parlé, et on l'a fait signer par 84 associations. Donc, quand même, c'était la coalition pour l'égalité dans l'héritage qui a organisé la manifestation du 8 mars en Tunisie. Je termine avec le voile. Je vais le dire. Personnellement, je suis contre le voile. Je suis contre le voile, mais je ne condamne pas celle qui le porte. C'est-à-dire, je ne sais pas qui a dit la phrase, je prends le droit de me battre, si vous voulez, pour votre liberté. Oui, voilà, mais je me bats. C'est-à-dire que je suis pour les libertés individuelles. Je ne suis pas convaincue que les femmes qui portent le voile, parce qu'on a fait une enquête à la TFD, et quand on va jusqu'au bout, on voit toujours qu'il y a une pression sociale. Donc, et comme je parlais tout à l'heure que la chose la plus partagée au monde, c'est le contrôle du corps des femmes, nous le retrouvons, pour moi, ma lecture sur le voile. Et je dis tout à l'heure qu'on a commencé par le dévoilement en Tunisie. Donc je ne peux pas, avec ma cohérence, être pour le voile. Mais je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire je leur dis, vous avez le droit de le porter et j'ai le droit de le combattre. Mais en même temps, le combattre par les idées, par la réflexion, par l'éducation, par les campagnes de sensibilisation, pas par la violence, par le rejet. Il y a quelque chose. Parce que quand on parle avec certaines femmes voilées, c'est ce qu'on a fait, il y a de la souffrance. Et on a l'impression qu'elle se cache derrière le voile. Chacune l'utilise, comme a dit Malika tout à l'heure, à sa manière. Et donc, il y a un vrai problème. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose de facile, mais on doit y parvenir. Et je cite toujours Stéphane Hessel qui disait un jour,
pourquoi vous continuez à vous battre? Parce qu'il a dit, il y a des moments où on est, c'est le paradoxe dont vous parlez, il y a des moments où on est à la pointe des avancées. Malheureusement, le mouvement historique fait qu'on tombe. Il ne faut jamais laisser tomber parce qu'on ne peut que remonter. Donc, on doit continuer. Et ça, c'est notre combat. Et ça, c'est entre les résistances et les avancées. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Peut-être que nos enfants, j'espère, et nos petits-enfants vivront ce que nous avons vécu parce que nous menons son combat aussi pour eux. Et je termine. Merci. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Madame Arja. En fait, je suis tout à fait d'accord parce que c'est une question politique et de pouvoir, et c'est peut-être pas par hasard que tous les progrès ou les plus grands progrès qu'on ait faits, c'est l'éducation primaire, la santé, mais sans pouvoir aller aussi loin dans tout ce qui est participation politique et participation économique, qui veut dire vraiment un changement, une transformation qu'on voudrait dans la société et pour le rôle de la femme. Et forcément, le néolibéralisme y est pour quelque chose dans ce pouvoir-là. Je voudrais vous donner un petit exemple, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas du tout touché dans ces discussions. Dans un des pays arabes, j'étais en train de discuter dans le cadre d'un audit avec une femme. Et elle m'a dit que dans son pays, elle croit que la source du problème de la drogue, c'est l'emploi des femmes. Alors je lui dis, mais comment vous liez à ce que l'emploi de la femme avec le problème des drogues? Pour elle, les femmes, elles prennent la place des hommes dans le marché du travail. Et alors les hommes sont déprimés parce que c'est leur rôle, et c'est pourquoi ils ressortent à la drogue. C'est pour dire aussi que l'éducation, quand on parle d'éducation qu'on vient de citer, c'est aussi pour les petits garçons et pour les petites filles aussi, parce que peut-être dans cette salle où le discours il a bien salué, il a bien souligné les femmes militantes qui connaissent leurs droits, qui vont de l'avance, mais il y en a d'autres qui sont pas convaincus, et je pense qu'il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là, et c'est peut-être aussi pour répondre à notre collègue du Niger qui pose la question aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est vraiment un chantier énorme. Voilà, je pense que ça résume un peu le tout, et je vous remercie. Merci à vous. Juste, voilà, pour aller dans votre sens, il y a une enquête qui a été faite, il y a un sondage qui a été fait il y a 3 ans au Maroc sur la question de l'égalité en héritage. 95% des hommes étaient contre l'égalité en héritage, 95%, et 70% des femmes étaient aussi, 70%, la proportion est moins grande, 70% contre l'égalité en héritage. Donc il y a beaucoup de travail. Je peux ajouter quelque chose. Là, je vois bien que le discours, il fait un focus sur la Tunisie, le Maroc, et c'est très compréhensible. Alors que moi, je viens d'une vision un peu plus régionale du monde arabe. Mais il y a des études de perception qui montrent, par exemple, qu'il y a un pourcentage non négligeable des femmes qui sont victimes de violences qui croient qu'elles le méritent, que c'est normal qu'elles le méritent. Et il y a des enquêtes scientifiques et qui le prouvent. Donc c'est malheureux, mais en fait, il y a ça, et le chantier est ouvert à tous les fronts, je pense. Merci beaucoup. Merci à Madame Arja, merci à Madame Berradi, merci Madame Chérif pour vos réponses. Je suis désolé, on était pressé par le temps. Je pense qu'il est temps de déjeuner aussi, partir pour le déjeuner. Merci à vous pour votre présence. À bientôt et à demain pour la suite des tables rondes.